Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. À tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés sur notre site YouTube, merci. Si vous ne l'avez toujours pas fait, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube, allez nous trouver sur les réseaux sociaux, sur les plateformes audio, commentez, partagez, faites toutes ces belles choses-là, ça nous aide énormément. Salim, comment ça va? Ça va. Première bordée de neige pour ceux qui aiment que je fasse la météo. Non, mais sans blague. Georges, moi, je savais qu'il y avait la maison la plus connue du monde. Pour moi, elle est blanche et elle est à Washington. Mais là, il y a une personne, ça fait longtemps que je voulais qu'elle vienne sur notre podcast et je suis très content d'ailleurs de la recevoir. Écoute, elle était au salon, au bureau Val, il y a pas si longtemps que ça. Mais la voilà qu'elle est dans ton studio, là, Georges. Alors, on est très content aujourd'hui de recevoir... Dans ton sous-sol, Georges. Dans ton sous-sol. C'est ça. Ben, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Ouais, on est très heureux de recevoir, vous l'avez vu, Mélanie Joly, bonjour. Bonjour. On est très contents, évidemment. Puis, on a tellement de questions, mais je veux commencer avec une question et on se demande toujours la même chose. Chaque fois qu'on a un ministre fédéral qui vient ici, on en a eu quelques-uns, on se pose toujours la question, ça se peut-tu en 2025 que les ministres fédéraux ne sont pas accompagnés, qui n'ont pas aucune sécurité? Vous êtes rentré avec votre collègue, je regarde, pas de voiture, rien. Puis tu sais, nous, on a le réflexe. J'en ai de la sécurité, là, j'en ai. Oh, yeah. Oui, là, j'en avais. Oh, good. Ils sont tellement bons qu'ils se sont dissimulés. Tu vois, tu les avais peut-être juste pas vus. Ouais, je me demandais, où la voiture? Parce que, franchement... J'en ai. Non, ça, mais je suis une des seules ministres du cabinet. Mais c'est très important très important d'en avoir. En tout cas, nous, on est favorables à la sécurité de nos politiciens. Merci. Mélanie, est-ce qu'on peut se tutoyer? Ben oui, avec plaisir. Merci. Alors, en fait, je suis même quasiment plus content, finalement, de te recevoir maintenant qu'avant. Alors, avant, bien sûr, ça aurait été déjà très, très intéressant avec ton portefeuille de ministre des Affaires étrangères. Mais là, celui aujourd'hui à l'industrie, quand même, c'est quand même exceptionnel parce qu'on vit une période exceptionnelle, il faut le dire. Oui, tout à fait. Et j'ai quand même l'impression que le trait d'union qu'il y a entre les deux portefeuilles est quand même très important. Mais j'ai beaucoup de choses à dire, mais c'est surtout toi qu'on veut écouter, c'est pas moi. Là, il m'écoute déjà. Non, moi, j'écoute. Mais alors, justement, tu sais, je veux dire, l'importance déjà de ton rôle de ministre de l'Industrie en ce moment, là, et comment ce que tu as fait avant comme ministre des Affaires étrangères pendant près de 4 ans, c'est quand même long, 4 ans aux Affaires étrangères, est un avantage, est un tremplin pour tout ce que tu fais aujourd'hui au nom du gouvernement du Canada. Oui, tout à fait. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que quand j'ai été nommée en 2021, ça fait quand même longtemps, là, on était en plein milieu de la COVID et la guerre en Ukraine n'a pas encore commencé. Donc, l'architecture de sécurité internationale n'a pas encore été affectée. Puis, on est quand même tous séparés parce qu'on est tous dans nos propres gestions de la pandémie. Puis on se rend compte à quel point on a besoin de peu à peu travailler sur notre souveraineté, comment je pourrais dire, industrielle, parce qu'on est trop dépendant au niveau des vaccins, des médicaments, etc. Tu sais, déjà, c'est comme ça a été un premier point où on avait beaucoup de discussions à l'époque là-dessus. Puis là, après, je me souviens, là, j'arrive au ministère des Affaires étrangères, puis dans le ministère des Affaires étrangères, il y a certaines salles où tu rentres, tu laisses ton téléphone derrière et on appelle ça un skiff. C'est un endroit où il n'y a pas d'ondes qui peuvent rentrer, puis tu as des conversations de nature secrète. OK? Puis là, tu es avec tes diplomates, etc. Et là, on me présente une carte, puis ils me disent « Madame Joly, est-ce que vous connaissez un pays qui s'appelle l'Ukraine? » Je dis « Oui. » Et là, ils me démontrent essentiellement où les troupes russes sont situées, puis à quel niveau ils sont en train de se préparer pour envahir le pays. Puis même les diplomates eux-mêmes se rendent compte, basés sur, bien entendu, le renseignement qu'ils ont, ils sont vraiment sous le choc que c'est en train de se passer. Parce que c'était des scénarios qui étaient discutés depuis longtemps, mais ils se rendent compte que c'est vraiment extrêmement probable. Et donc, ça, on est en novembre à peu près, novembre 2021. Et
rapidement, j'ai des conversations là-dessus et je m'en vais en Ukraine au mois de janvier. Je rencontre Zelensky pour la première fois et tout déboule. Là. En février, l'évasion commence. Et là, peu à peu, on voit à quel point il y a eu des impacts de cette guerre-là. Ça devient aussi une division entre les pays du Sud, du Nord. Il y a énormément de tensions au niveau à l'ONU sur la position sur l'Ukraine. Après le Moyen-Orient, la crise commence le 7 octobre. Entre-temps, on a des tensions avec la Chine. C'est compliqué avec l'Inde. Bref, tout ça se passe. Et moi, j'ai été témoin et une des actrices de ces moments-là pendant 4 ans. Et donc là, j'arrive à l'économie et je comprends les causes des tensions tarifaires. J'ai beaucoup travaillé sur les causes. Donc, quand tu comprends d'où ça provient, quand tu connais aussi beaucoup des joueurs, bien, ça t'aide énormément à gérer les conséquences. Parce que, vous savez, moi, présentement, ce que je fais, c'est que j'aide les Québécois, les Canadiens, à gérer les conséquences des tensions tarifaires. Donc, ils sont très, très réels. On fait face à du protectionnisme partout à travers le monde. Puis la réalité, c'est qu'il y a peu d'engagement diplomatique sur ces questions-là. Donc, on se retrouve beaucoup, les ministres de l'économie, là, le ministre de l'Industrie, à être dans notre propre réalité nationale, mais pas à se parler sur comment on gère le protectionnisme américain. Et d'ailleurs, j'ai un G7 qui s'en vient, des ministres de l'économie, de l'industrie, dans environ 1 mois, 3 semaines. Et c'est là où je veux amener la conversation parce que je veux qu'on soit capable de continuer de faire affaire entre nous, même si on a beaucoup, beaucoup de pression pour faire en sorte, ultimement, d'avoir des mesures protectionnistes dans nos pays, dans nos juridictions. Puis je sais que les Américains vont être là, mais je veux quand même qu'on ait cette conversation-là parce que, par exemple, le marché de l'acier dans le monde, là, bien, si on commence à fermer toutes les portes de toutes nos juridictions, bien là, à ce moment-là, le prix de l'acier va augmenter de façon générale. Puis, on va avoir des problèmes aussi de chaîne d'approvisionnement parce que c'est pas le même type d'acier pour tout ce qu'on a de besoin. La même chose pour l'aluminium. Donc, le Canada, nous, on est capable de gérer les États-Unis. Alors qu'ils vont devenir plus faibles, nous, on va se renforcer. Mais ce qu'on doit faire, c'est on doit travailler avec l'Europe, on doit travailler avec l'Asie pour créer un bloc économique de libre-échange où on peut s'assurer d'avoir accès à des marchés importants. Et ça va faire en sorte que, je pense, on va pouvoir continuer à être plus fort économiquement. Très intéressant. Désolée, c'est une longue réponse. Non, c'est une... Interromps-moi, là, parce que des fois, j'ai tendance à avoir des longues réponses. Non seulement c'était intéressant, mais en plus, on est dans un format podcast où les gens aiment écouter ça. Donc, je comprends. Alors, écoute, juste un petit truc, puis je te laisse aller, George. Parce que moi, je suis très sensible à cette question-là de diversification des marchés. Mais diversification des marchés, Mélanie, on n'a pas commencé à en entendre parler depuis 1 an avec M. Trump. Je sais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et je donnais même une expérience personnelle où j'étais au gouvernement du Québec, au ministère de l'Économie. J'étais le conseiller politique en charge du dossier du commerce international. À l'époque où on parlait du fameux CETA, l'accord de libre-échange avec l'Union européenne. On disait déjà à l'époque, il faut qu'on diversifie nos marchés. Et j'ai envie de dire, le CETA a été signé, par exemple. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, c'est pas le tremplin auquel on aurait pu s'attendre en termes de libre-échange? Est-ce que c'est juste géographique? Puis ça, c'est la réponse, je pense, un peu, j'ai envie de dire, un peu facile que tout le monde peut répondre. Ouais, mais tu sais, l'État de New York, c'est juste à côté. L'Espagne et l'Allemagne, c'est de l'autre bord. Mais fondamentalement, nos PME, comment on peut les aider à aller en Europe? Mais c'est sûr qu'on est très dépendant des États-Unis parce qu'on est à côté du plus gros marché au monde. C'est normal d'aller vers les États-Unis parce que les occasions, les opportunités sont là. Mais là, c'est plus difficile ou ça peut devenir plus difficile, dépendamment. Il y a beaucoup, beaucoup d'imprévisibilité de la part de Donald Trump, de la part de la Maison-Blanche. Donc, c'est sûr qu'on doit diversifier nos marchés aussi. Quand on parle de diversifier nos marchés, c'est à travers le pays. Parce que la PME québécoise, là, elle a parfois tendance à travailler plus avec l'État de New York qu'avec l'Ontario ou la Colombie-Britannique. Là. Donc, ça, c'est une première chose. Ça, on a travaillé beaucoup là-dessus comme gouvernement. Mais pour avoir été en affaires avant d'être en politique, les affaires se font, vous le savez, basées sur le fait que tu connais quelqu'un.
tu fais confiance. Et la réalité, c'est que les entrepreneurs ne connaissent, même si on est francophone, on a peu de contact avec la France d'un point de vue économique. Tout à fait. C'est pas comme si vous parlez à l'entrepreneur qui habite ici à Brossard, là, puis il va dire oui, en effet, un de mes fournisseurs qui habite à Reims, qui habite à Tours, des villes en France. C'est pas naturel. Même les normes, hein, les normes ne sont pas nécessairement les mêmes. Elles sont beaucoup plus proches ici parce qu'on s'est calqué sur le modèle américain où il y a eu une certaine forme de standardisation. C'est ça, mais en même temps, nous, le politique, c'est notre boulot de pouvoir aider à créer ces connexions-là. On a négocié l'accord de libre-échange, mais aussi, il faut avoir des missions commerciales. Moi, je travaille beaucoup sur un joint venture présentement entre Bombardier et Saab, qui est une compagnie suédoise, vraiment pour qu'on puisse, dans l'aérospatiale, l'aéronautique, être encore plus fort ensemble. Parce que je pense qu'on est trop dépendant des États-Unis. Puis en même temps, on est capable d'être vraiment plus proche d'un pays comme la Suède, qui est un pays du nord de l'Europe, Scandinavie, qui a un système semblable au nôtre, qui s'est joint à l'OTAN, donc qui maintenant est capable d'avoir des intérêts communs au niveau militaire. Puis en même temps, Saab, c'est une compagnie... en fait, la Suède est un pays de l'Arctique. On veut se rapprocher des pays de l'Arctique. Puis Saab est une compagnie très fiable. Et Bombardier, je pense, aurait tout avantage à investir plus dans le secteur de la défense, dans le secteur militaire, alors qu'on va augmenter nos investissements en défense. Parce que moi, je veux créer des compagnies canadiennes, puis je veux qu'on puisse créer des emplois ici avec nos investissements en défense. Donc, tu sais, c'est un exemple, mais... Si ce joint venture-là fonctionne super bien, bien là, après, c'est plus de compagnies suédoises, de compagnies québécoises, canadiennes qui vont apprendre à travailler aussi ensemble dans leur chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est un exemple, mais c'est ça qu'il faut faire aussi comme gouvernement. C'est évidemment des initiatives qui prennent du temps à se développer, puis à développer cette confiance-là. Mais je veux revenir à ce que vous disiez avant de bâtir de relations, d'ouvrir de nouveaux marchés en Asie, en Europe, etc. Comment on fait dans un climat où même eux subissent les mêmes pressions que le Canada? Et donc, on cogne à la porte, on veut créer ces relations-là. Bon, on a un petit monsieur aux États-Unis qui nous boude ou fait ce qu'il veut. On va créer des partenariats, etc. Mais eux aussi vivent la même réalité parce qu'ils sont affectés avec les tarifs. Donc, comment est-ce qu'on peut, avec cet effort-là, les exclure? Pas nécessairement de les exclure, mais de les séparer un peu des États-Unis pour créer d'autres partenariats alors qu'ils savent que, oui, mais tu sais, moi, mes affaires se font aux États-Unis. Est-ce que c'est viable? Est-ce que non? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui va venir qui va m'affecter? Puis, tu sais, il y a tout ce monde-là. C'est un puzzle qu'il faut tout gérer. Ta question est super pertinente, Georges, parce que c'est ça mon point. C'est que présentement, les gens sont encore sous le choc des décisions liées aux tarifs. Et donc, ce qui arrive présentement, c'est qu'on n'est pas très unis pour contrecarrer ces tarifs-là. Les États-Unis ont été assez bons pour diviser, pour régner, en faisant en sorte d'avoir des ententes séparées, dépendamment de l'Union européenne, le Japon, la Corée, la Grande-Bretagne. Et entre-temps, ça a fait en sorte qu'on s'est pas beaucoup parlé pour gérer les conséquences des tarifs et s'unir. Donc, il y a eu beaucoup de discussions diplomatiques, mais concrètement parlant, là, il n'y a pas eu beaucoup d'impact. Donc, on doit justement travailler à ce que, lorsqu'il y a, par exemple, l'Union européenne vient de mettre en place des tarifs sur l'acier, bien, il faut que le Canada ait une exception pour qu'on puisse envoyer notre acier. Concrètement parlant, ça ne sera pas vraiment le cas. Parce qu'on n'exporte pas beaucoup d'acier, mais c'est une exception qu'on veut obtenir pour être capable, par la suite, de créer d'autres exceptions dans d'autres domaines où, par exemple, dans le domaine de l'aluminium, on va vouloir être capable d'exporter en Europe. Tu sais, si on regarde Alouette, là, la compagnie Alouette, l'aluminerie, le premier quart de cette année, 4% de toutes ses exportations allaient vers l'Europe. Et là, lors du deuxième quart, Q2,
ben, c'était 57 de toutes ces exportations qui allaient vers l'Europe. Donc, moi, je ne veux pas que l'Europe, après, se retrouve à fermer le marché à nos exportateurs d'aluminium parce que ça va créer un problème. Donc, c'est ça sur quoi je veux travailler. Puis c'est pour ça que je convie un G7 sur cette question-là. Mais même ça, c'est un défi parce que quand on prend l'exemple de l'Europe, de l'Union européenne, on veut avoir des exceptions, mais en même temps, on a une fédération de c'est 27 nations et vont dire, bon, le Canada, avec son 40 millions de population, on va faire des exceptions, mais en faisant ça, on va ignorer, par exemple, l'Allemagne ou la France ou d'autres pays. Non, parce qu'ils font partie de l'Union européenne. Oui, mais le marché, par exemple, de l'acier ou l'aluminium, je pense pas qu'il y en ait, là, mais... Il y en a un peu. Prenons l'acier, par exemple. En mettant des exceptions au Canada, ça veut dire qu'on privilégie un autre pays et un autre marché, une autre industrie extérieure de l'Europe. Donc, c'est ça le défi. C'est parce que là, présentement, on a encore techniquement un libre-échance. Ouais, donc, on a un libre-échange sur tout. Mais là, ils viennent d'arriver et ils imposent des tarifs. Ouais. Et donc, nous, quand on arrive, puis nous-mêmes, on réagit au protectionnisme et on impose des tarifs. C'est pour ça qu'on a dit, on va imposer des tarifs sur des pays avec lesquels on n'a pas de libre-échange. On n'a pas d'entente de libre-échange. Mais si on a une entente de libre-échange, on va respecter l'entente de libre-échange. Et c'est ça notre défi. Parce que les économistes pensent que la seule façon de contrecarrer l'impact du protectionnisme américain, c'est si l'Union européenne, le Canada, le Japon s'unissent sans tarif. C'est vrai. Et c'est ça, dans le fond, qu'on essaie de faire présentement. Mais en même temps, on a beaucoup de pression pour avoir des politiques achetées canadiens, comme on vient d'annoncer. Donc, comment on est capable de travailler sur le fait de protéger nos entreprises, mais aussi d'avoir accès à des marchés. Fait que ça, c'est l'équilibre qui n'est pas facile, les gars. Là. Ouais. Puis c'est sûr que moi, je gère les industries qui sont tarifées. L'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre, l'automobile, c'est mon boulot. Écoute, excuse-moi, on a dit qu'on allait se tutoyer. Oui, c'est toi qui me vois. Moi, c'est ça. Non, mais c'est-à-dire, là, quand on parle aussi des investissements dans la défense, parce qu'on s'entend que avec tout ce qui a pu se passer dans le monde récemment, tu as fait mention bien sûr de l'Ukraine, il y avait au Moyen-Orient, il y avait d'autres places dans le monde où ça chauffait aussi. Il y a la volonté des Européens, je pense qu'ils avaient annoncé quelque chose comme 900 milliards d'euros. On a entendu le premier ministre Carney là-dessus. Il a même voyagé en Europe lui-même pour discuter de ce genre de choses. Le Canada, comment il peut s'inscrire dans... J'aime pas ça, l'appeler comme ça, mais c'est pas une course à l'armement, mais une course à la défense, à tout le moins, parce que c'est une force, comment dire, c'est des investissements aussi dans des choses de sécurité, pas nécessairement quelque chose d'offensif. Comment le Canada peut s'inscrire là-dedans, sachant que militairement, on a joué un rôle important dans l'histoire, mais je le dis en toute humilité et tout en étant très fier Canadien, disons qu'on n'est pas aussi puissant que les Américains au niveau militaire. Non, mais je comprends. Mais je pense que la première chose, là, avant de parler d'investissement en défense, il faut accepter le fait que le Canada doit investir en défense parce qu'on est dans un monde plus dangereux et donc pour protéger la paix, pour être capable de jouer un rôle pour nous protéger, pour protéger nos droits et libertés. Bref, on était le 11 novembre hier. Tu y as fait référence à une histoire dont on peut être extrêmement fier là, au niveau du rôle que le Canada a joué lors de la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait en sorte qu'on est devenu un pays qu'on est maintenant, c'est-à-dire un pays où on a une charte des droits et libertés, et qui fait en sorte qu'il y a des principes d'égalité, de protection des minorités, etc. Et on s'est beaucoup construit, surtout après Lester B. Pearson et Pierre-Éliott Trudeau, sur notre vision de la paix, sur le fait que le Canada allait jouer un rôle de maintien de la paix dans le monde. Et ce rôle-là fonctionnait dans la mesure où il y avait un multilatéralisme fort, où les pays s'entendaient
de respecter les frontières des uns des autres, où il allait avoir une vision de la protection des droits de l'homme. Et ça, c'était la base même des Nations unies. Et tout ça est en jeu présentement. Et donc, nous, on doit être capable d'investir pour être capable, comment je pourrais dire, si jamais il y a un conflit envers nous ou international, pour maintenir ces principes-là. Et là, on peut le faire en dépendant plus des Américains. En soi, c'est un problème. Ou on peut le faire en investissant plus dans notre propre base industrielle. Et alors que le protectionnisme américain a un impact sur les emplois ici, certainement les secteurs dont je vous ai mentionné, l'acier, l'aluminium, l'automobile, le bois d'œuvre, bien, il nous faut un levier économique pour investir en nous, pour créer des emplois, surtout dans le secteur manufacturier chez nous. Et ça, c'est ma grande bataille, parce que pour moi, je trouve que c'est fondamental de rebâtir certains secteurs qu'on a laissés aller, parce que notre gouvernement, en fait, les gouvernements passés n'ont pas assez investi pour, justement, avoir des grandes compagnies qui pouvaient, parfois, disons, dans l'aérospatial, offrir des produits pour le civil, donc pour le commercial, mais aussi pour le militaire. Et donc, c'est pour ça que moi, je veux rebâtir des bombardiers, rebâtir des CAE, rebâtir des MDA Space, faire en sorte d'avoir des compagnies comme The Avalon qui est à Calgary qui deviennent encore plus fortes. Je veux qu'on puisse bâtir les drones. Je veux qu'on a besoin pour notre pays. Les meilleures technologies, les dernières solutions en intelligence artificielle, tout ça, on est capable. Et on a toujours eu le réflexe de donner, comment je pourrais dire, des contrats à des compagnies qui, essentiellement, étaient beaucoup des compagnies américaines, parce que nos forces armées canadiennes étaient tellement en manque de ressources qui voulaient juste avoir quelque chose rapidement et qui allaient se connecter bien avec les forces militaires américaines. Et tout ça doit être repensé. Donc, moi, je trouve ça fascinant, mon boulot présentement, parce que c'est la stratégie industrielle de la défense, c'est créer des emplois. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Je pense qu'à travers nos investissements, on va être capable de créer au moins 60 000 emplois, ce qui est en soi énorme. C'est la moitié du secteur automobile au Canada. Et je pense que le Québec va pouvoir en bénéficier énormément. Pratt & Whitney, pas loin d'ici, exactement. Mais aussi partout à travers le pays. Mais ça, là, c'est vraiment, c'est un projet industriel immense. Donc là, ce que tu dis, Mélanie, c'est que le Canada, le Québec, Montréal, et en tout cas la grande région de Montréal, avec des acteurs dans le milieu de l'aérospatial. Donc, tu as mentionné Pratt & Whitney, mais on pourrait aussi parler de CAE jusqu'à un certain point, absolument, Bombardier. Absolument. Puis, si on pense aussi au fait qu'en intelligence artificielle, on est quand même assez bon, là, plutôt absolument, bon. Très, très bon. Donc, il y a peut-être, tu es en train de dire un peu qu'on a les ingrédients pour faire une bonne recette dans le... Absolument. Tu sais, si tu regardes, là où on a vraiment investi dans notre base industrielle au niveau militaire, c'est il y a 15 ans, on a lancé la stratégie navale, dans le fond, la stratégie nationale là, pour la marine canadienne. Et là, à ce moment-là, on a décidé qu'à Halifax, chez Irving, et à Seaspan à Vancouver, et éventuellement aussi à la Davie à Québec, qu'on allait bâtir les navires, les frégates que l'on voulait pour nos propres forces armées. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à travers ça, on a créé 20 000 emplois directs chaque année. C'est quand même immense, là. Donc, et là, à ce stade-ci, alors que même les Américains ont de la misère à bâtir des brise-glaces, on a cette capacité maintenant d'exporter, de vendre à l'étranger nos bateaux qui sont, nos navires, nos frégates qui sont vraiment de très grande qualité. Mm-hmm. Et c'est pour ça que Davie aussi a acheté un chantier naval en Finlande, etc. Donc, on est capable de le faire. Mais c'est un immense projet industriel. Quand on a fait ça il y a 15 ans, là, on a donné les contrats
Mais après que ces compagnies-là aient dit, oui, je vais rebâtir essentiellement les installations au port d'Halifax et au port de Vancouver. Je vais m'engager à former des milliers d'employés qui n'avaient jamais fait ça. Donc, là, dans le secteur aérospatial, par exemple, on a déjà une main-d'œuvre très, très, très qualifiée. Mm-hmm. On est le 5e pays en termes de force dans l'aérospatial. On est capable d'innover. On fait parmi les meilleurs satellites au monde à Montréal, là, dans le West Island. Là. On est tout capable de faire ça. Mais il faut se faire confiance, puis il faut faire les bons investissements. Mm-hmm. Je vais revenir très rapidement sur l'acier, parce qu'il y a quand même... en fait, je vais te poser la question comme ça. Oui, vas-y. Penses-tu que les tarifs de M. Trump... Oui. Au-delà du fait qu'on sait que c'est des Américains qui payent ces tarifs-là, c'est pas les compagnies. C'est souvent mal compris, cette affaire-là. Oui, il y a eu des campagnes de publicité là-dessus. Ah ouais? Vraiment? Oui. Non, mais vous savez qu'au mois de mars, l'an passé, février-mars, mon équipe et moi, à Affaires mondiales, on a lancé une campagne de publicité. Oui. C'était Tariffs or Tax. Oui. Puis on avait lancé ça sur des panneaux réclames, là, des billboards, partout à travers les États-Unis, là, le long des autoroutes qui étaient des autoroutes clés. Oui, non, j'en doute pas. Mais... Donc, Doug Ford s'est inspiré des meilleurs. Je ne doute pas. Mais ma question, c'est lorsque, par exemple, il y a des usines qui... on parle du contrat automobile là, qui aurait dû être c'est Brampton, je crois, en Ontario. Oui. Puis qui finalement, on parle de, je pense, 13 milliards qui vont être investis finalement aux États-Unis plutôt qu'au Canada. Mm-hmm. Je vous ai entendu réagir très fort. Oui, absolument. Très, très fort. Avec raison. Ah, j'en doute pas. Et je suis là-dessus, vous avez 100% mon appui. Mais là, comment est-ce qu'on peut faire, puis là, je veux pas de secret, là, s'il y a des choses qui sont en discussion, mais grosso modo, là, qu'est-ce que vous me diriez là-dessus? Là? Qu'est-ce qu'on peut faire dans un cas de figure pareil? Mais différentes choses. Si on regarde le secteur automobile, 70% de la production automobile au Canada est effectuée par les compagnies japonaises Toyota et Honda. Donc, c'est pour ça que ce sont de très bons employeurs. Ça fait presque 40 ans qu'ils sont au Canada. Ils n'ont jamais remercié d'employés en 40 ans. Donc, même quand ça va moins bien, ils maintiennent leurs employés. Et ce sont tellement de bonnes conditions salariales qu'il n'y a pas de syndicat à Toyota et Honda en Ontario. Donc, c'est une philosophie japonaise complètement différente, mais qui fait partie de leur succès. Et d'ailleurs, le Canada est un des plus grands marchés pour Toyota et Honda au monde. Maintenant, quand on regarde parce qu'il y a 5 compagnies au Canada qui produisent, dans le fond, des véhicules. C'est, en effet, Honda, Toyota, puis après, c'est les D3, là, Detroit 3. Donc, c'est GM, Stellantis, qui est Chrysler, Fiat, et Ford. Donc, moi, je suis confiante que Ford, ça va bien aller. Et donc, ça nous amène à GM et Stellantis. Et j'ai eu encore hier, j'étais à Ingersoll, en Ontario, là où GM a annoncé qu'ils allaient fermer leur usine qui produisait des véhicules électriques. Et malheureusement, ce modèle-là de véhicule électrique qui s'appelle le Bright Drop n'a pas bien fonctionné au niveau commercial. Ça a été vraiment un échec. Je pense qu'il y a eu des enjeux de marketing, de commercialisation. Bref, ils ont décidé de laisser aller ce modèle-là. Et là, ça a un impact directement sur Ingersoll, qui est une ville à côté de London, en Ontario, dans le sud de l'Ontario. Donc là, je travaille beaucoup avec le gouvernement ontarien, mais j'étais aussi avec les syndiqués de Unifor hier pour avoir, je pense qu'il faut faire un front commun, puis c'est ce qu'on fait, pour continuer à mettre de la pression sur GM. Mais en même temps, j'ai parlé avec le président de GM Canada hier, puis je pense qu'on a des conversations constructives. Il faut continuer à mettre de la pression, énormément de pression, mais je pense que ça peut aller dans la bonne direction. Ce qui m'amène à Stellantis. Stellantis a décidé de laisser aller, dans le fond, ses employés syndiqués
de Brampton. Et Stellantis, nous, on leur avait donné beaucoup de financement pour le secteur batterie parce qu'ils ont investi dans une usine de batterie. Ça, c'est quoi? C'était 15 milliards ou une affaire de même? C'est 15 milliards qui étaient dans lesquels on s'était engagé, mais on n'a pas dépensé encore cet argent-là. Pas de déboursé. Parce que le Canada, contrairement à d'autres juridiction. Nous, on a négocié sur la base de produire et vendre les batteries. Okay. Donc, l'argent est décaissé au moment où elles sont vendues. C'est ça. Donc, l'usine est construite, mais il commence à peine la production. Donc, c'est ça. Mais on avait donné aussi beaucoup d'argent pour leur usine à Windsor. Et on avait tout lié ça à Brampton. Donc, nous, notre objectif, c'est de mettre le maximum de pression sur Stellantis. J'ai déjà dit que j'activais ce qui était essentiellement, dans le fond, des recours légaux contre Stellantis en vertu du contrat. J'ai réduit leur accès au marché canadien pour leurs véhicules provenant des États-Unis pour que ces véhicules-là soient avec des tarifs plutôt que sans tarifs. Donc, la compagnie n'était pas particulièrement contente. Mais pour moi, je pense qu'on doit avoir une pression maximale. Il faut se battre pour ces emplois-là parce que si on ne le fait pas, c'est tout le secteur automobile qui peut être en jeu. 125 000 emplois directs, c'est sincèrement l'épine dorsale de l'économie en Ontario. Et si l'économie de l'Ontario est affectée, l'économie du Québec est affectée, l'économie de tout le pays est affectée. On est tous interreliés. Donc, c'est pour ça que moi, je vais continuer à mettre énormément de pression là-dessus. Je trouve ça très motivant, d'ailleurs. J'aime bien me battre contre des injustices. Puis, en même temps, sur GM, on va continuer à mettre beaucoup, beaucoup de pression, mais on est en mode aussi solution pour être capable, justement, d'avoir un mandat pour un nouveau modèle à Ingersoll. Il y a aussi le troisième chiffre qu'on appelle, là, qui est à Oshawa, à l'autre usine de GM, que je suis de très près. Sinon aussi, je travaille avec Packard, parce que Packard à Sainte-Thérèse aussi, il y a eu des licenciements. Je travaille avec le syndicat Unifor, là-bas aussi, pour être en mode solution. J'ai parlé à Doug Ford hier, j'étais à Queen's Park. J'ai parlé avec Christine Fréchette aussi. Il faut s'assurer justement d'avoir des politiques achetées canadiens pour protéger ces emplois-là, pour justement faire en sorte qu'on achète des camions de Packard ou des voitures faites au Canada. Lorsqu'on achète, disons, pour Hydro-Québec, pour la SAQ, pour la GRC ou pour nos forces armées canadiennes. Puis entre-temps, là, ça me ramène aux affaires étrangères, mais je m'en vais dans 2 semaines au Japon puis en Corée pour rencontrer les constructeurs automobiles parce que je pense aussi que ce sont des partenariats de secteur privé à secteur privé, mais c'est beaucoup aussi gouvernement. Donc, pour que le Japon soit en soutien aux emplois au Canada et que la Corée aussi puisse faire des investissements au Canada. C'est ce sur quoi je travaille. Est-ce que c'est même possible? Je t'attends parler de tous ces efforts-là, les initiatives, puis c'est bien, c'est beau. C'est excitant, non? Oui, mais en même temps, quand on pense à ce géant auquel on veut s'affronter, ça paraît comme une tâche impossible. Je sais pas, puis je veux croire que vous allez réussir à garder les jobs en Ontario, mais qu'est-ce qui arrive si Trump dit, regarde, inquiète-toi pas des Canadiens, c'est quoi le montant, regarde, on va les payer pour... Puis c'est fini, les jobs. Ils vont se rendre aux États-Unis. Il y a tellement, la spontanéité de cet homme-là, puis t'étais assis juste à côté de lui. Oui. C'est quoi son problème? non, mais comment est-ce qu'on peut faire... Ça va être une clip que tu vas faire. Non, mais comment on peut négocier avec quelqu'un qui, d'un jour à l'autre, dit 2 choses différentes? Ça doit vous rendre la job pas mal difficile quand vous êtes avec vos homologues et vous parlez, je sais pas trop de quoi, puis l'autre jour ou le lendemain, Donald Trump sort publiquement pour dire presque le contraire. Là, on retourne au téléphone. Ouais, qu'est-ce qui se passe? On parlait justement de... ça doit être fou, là, les négociations. Mais moi, je suis très consciente de ce qui se passe aux États-Unis. Je suis très consciente des contre-pouvoirs qui ne fonctionnent pas vraiment présentement, notamment le Congrès. Ouais. C'est bon, là, le shutdown a arrêté, là, donc la Chambre des représentants a commencé à siéger. Fait qu'on va voir ça va être quoi la dynamique politique là. La Cour suprême a aussi
une cause très, très importante sur les tarifs qu'elle a entendue la semaine passée. Et le jugement va être rendu au début de la nouvelle année, l'an prochain. Donc, on suit tout ça. Et donc, nous, il faut être capable... Il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler, Georges, dans le monde. Puis, comment je peux dire? C'est pas le Canada qui va le contrôler. Ouais. Mais il y a plein de choses qu'on peut contrôler. Puis, on doit se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Puis, ce qu'on peut contrôler présentement, c'est d'aider certains secteurs. Puis, en même temps, investir dans des nouveaux projets, comme les grands projets dont vous entendez parler, que le premier ministre annonce, comme la stratégie industrielle de la défense pour créer des emplois. Ça, c'est toutes des forces, des leviers qu'on a et qu'on ne devrait pas sous-estimer parce qu'ils sont énormes. Et je pense que le gouvernement, depuis longtemps, a pensé que le gouvernement n'avait pas un rôle à jouer nécessairement dans l'économie. Mais là, on est dans un monde où le gouvernement a un énorme rôle à jouer dans l'économie. Et moi, je pense que le Québec, on le sait parce qu'on a fait preuve beaucoup de nationalisme économique, ce qui n'est pas nécessairement le cas au Canada anglais. Et je pense qu'on peut s'inspirer de cette approche québécoise pour renforcer notre économie, pour faire en sorte que nos fonds de pension, qui sont énormes, qui sont parmi les investisseurs les plus respectés avec le plus de moyens au monde. C'est pas juste la Caisse de dépôt, là. Moi, je pense à PSP. Teachers, PSP, etc., là, les Maple 8 qu'on appelle, là, que ces fonds de pension-là là, puissent investir davantage au Canada. C'est énorme, parce que si c'est le cas, bien, à ce moment-là, on peut débloquer beaucoup, beaucoup d'investissements dans nos infrastructures, nos ports, nos aéroports, de faire en sorte qu'on investisse encore plus dans notre infrastructure d'hydroélectricité ou d'électricité de façon générale avec plein d'autres types d'énergie verte, etc. On peut développer notre capacité minière. On peut être capable de développer aussi... On a énormément de possibilités au niveau de l'intelligence artificielle. Tu sais, il n'y a pas juste du noir, là. Il y a aussi beaucoup d'opportunités. Moi, je trouve ça très, très motivant que le Canada, on puisse dire on va être maître chez nous. Parce qu'il y a des générations qui ont fait ça avant nous, là. Mais nous, on prenait pour acquis que les affaires allaient se faire par elles-mêmes. Mais là, c'est fascinant être politicien présentement et être au gouvernement parce qu'on est capable d'avoir un impact réel sur la vie des gens. C'est intéressant, les fonds de pension que tu mentionnes. Ouais. J'étais récemment à une conférence avec un directeur de la BDC qui parlait justement de cette autonomie qu'ont les fonds de pension pour investir justement. Ouais. Et il y a une grande partie de ces investissements-là qui se font à l'extérieur. Mais oui, et la question qui se posait, c'est quoi le rôle du gouvernement? Est-ce qu'il y a quelque part... est-ce qu'il y a une possibilité que le gouvernement vienne dire aux fonds de pension, écoutez, il va falloir investir plus au Canada. Est-ce qu'on peut même le faire ou c'est touchy un peu? T'sais? C'est sûr qu'on lance ces messages-là. Puis sincèrement, il y a beaucoup d'intérêt de la part des fonds de pension. Mais pendant longtemps, les fonds de pension, puis je parle pas de la Caisse de dépôt, là, je parle surtout du reste, ils disaient, bien nous, nos bénéficiaires, ils veulent du rendement. Et donc, on va se concentrer sur le rendement. Mais sincèrement, les bénéficiaires, là, non seulement, oui, ils veulent du rendement, mais ils veulent que leurs enfants puis leurs petits-enfants soient capables d'avoir des jobs. Et donc, utiliser les fonds de pension comme levier de financement et d'investissement, ça vaut la peine, totalement. En tout cas, s'il y a des investissements en aéroport, il faudrait commencer par celui de Montréal-Trudeau, parce que parfois, c'est difficile de s'y rendre. Oui, d'ailleurs, je me suis couchée très tard hier. Je me suis couchée à minuit et demi parce que mon vol a été retardé de 3 heures. Bon. Il y a des problèmes. Voyager en avion au Canada quand il y a une bordée de neige tout le temps. En plus, c'est ça. Mais on va achever sous peu, là, parce que vous avez un agent d'administre. Oui, c'est pas juste une expression. Oui, c'est ça. Non, mais un peu plus... on va juste aller sur un autre petit terrain. C'est quand même, depuis 2015, ça fait 10 ans là, que vous êtes élu, donc député d'Annecy-Cartierville. Oui, toujours très jeune. Je suis toujours très jeune. C'est ça. Non, mais absolument, parce que c'est le cas, effectivement. Puis, ça fait quand même 10 ans que vous êtes ministre du gouvernement du Canada. Oui. C'est quand même un exploit. Puis, and still counting, comme on dit. C'est le gouvernement le plus économique auquel vous avez appartenu, non? Ben oui, absolument. C'est ça la différence. Beaucoup entre le gouvernement Trudeau et le gouvernement Carney. Et c'est pour ça que je voulais être ministre de l'Industrie. Parce que je trouvais que avec ce premier ministre-là, l'économie, surtout dans les temps où on gère des tensions tarifaires, était
allait être la priorité. Et c'est la priorité. Et je pense que c'est ce que les gens veulent. Et puis, ils recherchent un certain pragmatisme aussi. Puis moi, je suis une personne très pragmatique. Je connais bien mes valeurs. Je vais toujours les avoir. Mais concrètement parlant, là, au-delà de les défendre dans certaines situations et d'agir en conséquence, quelles sont les actions prises par le gouvernement qui ont un impact sur la vie des gens? C'est ça que je trouve fascinant de revenir au pays après avoir fait 55 pays durant mes presque 4 ans comme ministre des Affaires étrangères. C'est de voir comment nos décisions peuvent affecter concrètement la vie de monsieur, madame, tout le monde. Il y a une très grande anxiété au Canada, mais il y a une très grande anxiété dans le monde. Ouais. Moi, j'ai vu les gars, j'ai voyagé partout. Je suis allée, je pense, 7 fois en Allemagne, 3 fois en Corée ou 4 fois en Corée et en Japon, plusieurs fois, bien entendu, aux États-Unis, dans tous les continents. Puis, sincèrement, là, j'ai vu les différentes réalités des pays. En comprenant, pas en ayant un idéal par rapport à certains pays, mais en voyant les tensions dans chacun des pays. Là. En Europe, en France, en Angleterre, en Allemagne. Puis, sincèrement, là, on a le meilleur pays au monde. Et c'est pas par fierté ou chauvinisme. Non. Parce que on a un pays qui a énormément de ce que n'importe quel pays au monde voudrait avoir. On a une population très éduquée, parmi les plus éduqués au monde. On a une énorme géographie, mais qui nous permet d'avoir accès à des ressources naturelles fondamentales présentement. On a l'eau aussi, l'eau potable, donc on n'est pas dans cette anxiété-là que d'autres pays peuvent être. Donc, les impacts des changements climatiques, on les ressent. On a eu une bordée de neige de 30 cm hier, là, le 11 novembre. Ce n'est pas arrivé depuis des décennies. Mais on est capable aussi d'avoir des technologies. On est capable aussi d'avoir une démocratie qui est, somme toute, très stable dans une fédération qui, oui, a des tensions, mais qui est, je pense, stable parce que les gens se font encore confiance et ont encore confiance dans nos institutions. Et on est dans une société, somme toute, assez équitable, où il y a un filet social important. Mm-hmm. Et ça fait en sorte que je pense qu'on est capable de passer à travers cette crise-là. On va être testé. Il va y avoir beaucoup de forces qui vont essayer de nous malmener, qui vont essayer d'effriter cette confiance-là. Dans une société qui est, somme toute, oui, bilingue, mais aussi avec très multiculturelle. Et pour nous, ça va être très, très important qu'on puisse continuer à bâtir et à se faire confiance parce qu'on a un modèle aussi très, très unique au monde qui était basé sur le fait qu'on a cette vision-là de la paix où on attirait des gens de partout à travers le monde sur cette promesse-là qu'ils allaient arriver ici et vivre en paix pour eux et leurs enfants. Et donc, bref, je pense qu'on va avoir des énormes défis devant nous dans l'avenir, mais je pense qu'on va être capable de les surmonter. Puis moi, je vais être là pour les aider à les surmonter. C'est intéressant. J'avais une autre question, mais là, le temps file, donc c'est pas grave, on va vous laisser aller. Non, mais c'est correct, tu peux prendre je vais répondre en 30 secondes. Bon, je sais pas si tu vas pouvoir. Là, mais vas-y, Jean. Mais c'est parce que je t'entends parler, puis on est aussi parmi les plus endettés, notre population. Puis là, je regarde... Non, ça, c'est faux. Non, ça, c'est faux. OK? Si tu regardes les chiffres, là, le Canada... On est, après l'Allemagne, le pays de G7 le moins endetté. On a encore une cote triple A. Et les provinces? Et les provinces ont certainement, elles aussi, leurs propres finances. Mais sincèrement, là, on est une des sociétés les moins endettées. Mais je ne parle pas nécessairement de l'économie canadienne. The household debt qu'on a, on est parmi on est sur le top de la liste, là. L'endettement ménager, là. L'endettement a diminué durant la COVID. Ouais.
vrai. Donc, ça, s'il y a eu une période d'embellie, les gens ont payé beaucoup leur carte de crédit. Il y a eu un grand soutien social. Ça a fait en sorte que, justement, les impacts économiques qui étaient pressentis ont été beaucoup moins grands. Mais c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'inflation. Puis on gère peu à peu. Mais c'est justement ça, parce que le budget, le dernier budget, je ne sais pas si vous pouvez en parler, là, mais moi, je le trouve exceptionnel parce que c'est un budget qui est concentré sur des investissements. Ouais. Mais je trouve qu'il y a un coussin qui est très, très mince parce que si la croissance n'arrive pas au rendez-vous avec les investissements qui vont être faits durant les 5 prochaines années, ça peut créer quand même un risque économique. Il y a deux choses. C'est un budget qui... le premier ministre parle beaucoup d'investissement. Moi, je dis qu'il faut aller plus loin, on parle d'emploi. Parce que les investissements sont pour créer de l'emploi. Puis, c'est un budget aussi qui vise à faire en sorte qu'on crée de la croissance économique, pas juste à cause qu'on a une croissance démographique. Ce qui a été essentiellement ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années. Plus on avait de gens, plus notre PIB pouvait croître. Mm-hmm. Mais là, le but, c'est, alors qu'on réduit les seuils d'immigration, c'est que par des investissements, on va croître. Et donc, quand on va faire ça, on va augmenter la richesse par habitant. Et donc, ça change la dynamique. Fait que ça, c'est la première chose. Deuxième chose, malgré le fait que, oui, il y a eu de l'inflation, depuis les dernières années, le Québec en particulier, mais aussi à travers le Canada, il y a eu une augmentation plus grande des salaires par rapport au coût de la vie. Donc, il y a eu un enrichissement. Donc, les gens ont gagné plus, malgré le fait que, oui, ça coûte plus cher. Mais ça aussi, c'est une donnée très importante parce que l'inflation fait en sorte d'être présente, d'être frustrante, mais le pouvoir d'achat des gens n'a pas diminué. Et ça, c'est contrairement à ce qu'on a vu dans d'autres pays du G7. C'est pour ça qu'on n'est pas parfait, là. Il y a plein de choses sur lesquelles on doit travailler. Mais on est quand même pas mal bon. Écoute, là, on achève vraiment. Oui, parce qu'on a promis à ton équipe qu'on allait te laisser. J'ai un cabinet, là, justement. Et d'ailleurs, Mélanie, la prochaine fois que tu iras à la Maison-Blanche, tu pourras dire à Donald Trump que tu as été dans le sous-sol de George. Absolument! Je peux lui dire avec plaisir. C'est ça, c'est une blague. Il y a moins de dorure. Merci. Merci beaucoup pour ton temps. Ça m'a fait plaisir. Un grand merci à vous tous. Allez nous suivre, commentez, partagez, faites toutes ces belles choses-là. Puis on vous voit la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. Merci beaucoup, Mélanie. Merci. Ça m'a fait plaisir. Au plaisir. Merci, les gars.